Pour le premier anniversaire de ma fille, ma mère a accidentellement fait tomber le gâteau à 1 000 $ par terre. Elle a poussé un soupir exagéré en disant que les enfants de ma sœur méritaient davantage une fête comme celle-là. Mon père a ri et a ajouté que je ne faisais jamais de sacrifice pour la famille. Quand j'ai ouvert le cadeau de ma sœur, j'ai trouvé une boîte de bonbons périmée, avec un petit mot disant que les enfants ne remarqueraient même pas la différence. Je n'ai rien dit. Le lendemain, j'ai annulé la croisière de 12 000 $ que j'avais payée pour tout le monde, j'ai vendu la voiture dont j'étais la garante et j'ai gelé les comptes familiaux que je gérais. Le soir, ma mère m'a envoyé un message disant que les billets de la croisière avaient disparu. J'ai simplement répondu. Peut-être que la fille en or peut en acheter de nouveau. Le lendemain matin, le téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Ma sœur, mon père, puis ma mère, encore et encore. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie. Je savais qu'ils allaient comprendre que quelque chose avait changé, pas seulement dans l'argent, mais dans la façon dont j'allais désormais me défendre. Le lundi matin, j'ai trouvé ma mère assise devant ma maison. Elle portait son manteau beige, celui qu'elle sortait seulement pour les occasions où elle voulait avoir l'air posée. Elle avait cette posture droite, presque arrogante, comme si elle venait me donner une leçon. Quand je suis sortie, elle s'est levée aussitôt, sans même me dire bonjour. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas ce que j'avais fait, que tout le monde était très déçu et que j'avais humilié la famille. J'ai répondu calmement que je n'avais humilié personne, que j'avais juste cessé de payer pour des gens qui me méprisaient ouvertement. Elle m'a regardée comme si je venais de parler une langue étrangère. Puis elle a dit que je devrais avoir honte d'abandonner ma sœur dans une période difficile. Je n'ai pas voulu lui rappeler que ma sœur gagnait presque autant que moi, qu'elle avait simplement choisi de tout dépenser en vêtements, en extensions de cils, en dîners qu'elle postait sur Instagram avec des hashtags du genre More self-made. Ma mère aimait répéter qu'elle était sensible et que je devais être patiente avec elle. Moi, je n'étais que rationnelle, donc plus apte à prendre sur moi. Je l'ai laissée parler pendant 10 minutes, sans l'interrompre. Elle m'a accusée d'égoïsme, de jalousie, d'ingratitude. Elle a même dit que je devais être malheureuse dans mon mariage pour agir comme ça. Puis, quand elle a vu que je ne répondais pas, elle s'est adoucie et a dit qu'elle pouvait me pardonner si je réactivais les comptes. J'ai simplement dit que tout était désormais fermé, que c'était définitif. Elle a pâli. Puis elle a dit qu'elle n'aurait jamais imaginé que sa propre fille la traiterait comme une étrangère. J'ai répondu que je n'avais jamais eu le sentiment inverse. Elle n'a rien trouvé à dire. Elle a tourné les talons, d'un pas sec. Le silence après son départ m'a semblé presque lourd. Je suis restée un moment devant la fenêtre, regardant la rue vide. J'ai senti une peur étrange. Et si j'étais allée trop loin? Si je venais de briser quelque chose d'irréversible? Mais au fond de moi, une voix calme me disait que c'était nécessaire, que c'était peut-être la seule manière d'exister en dehors d'eux. Le soir, ma sœur m'a écrit à son tour. Un message court. Bravo, t'as enfin montré ton vrai visage. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel du bureau du notaire. C'est moi qui gérais les papiers de la succession de mon grand-père, décédé il y a 2 ans. J'avais gardé certains documents, car ma mère ne voulait pas que ça passe entre des mains extérieures. Le notaire voulait savoir si les signatures manquantes allaient enfin être envoyées. Je n'ai pas compris tout de suite. Alors il m'a expliqué que quelqu'un avait tenté de retirer une partie des fonds au nom de ma sœur, en utilisant une copie de ma signature. Je suis restée silencieuse au téléphone, la gorge sèche. Le notaire m'a dit que, sans vérification, la somme aurait été transférée. 35 000 $. Ce soir-là, j'ai relu le message de ma mère. Les billets ont disparu. Et soudain, j'ai compris qu'elle ne parlait peut-être pas seulement de la croisière. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la signature. La mienne, mais un peu tremblée, comme si quelqu'un l'avait imitée en se fiant à un vieux document. J'avais cette impression dégoûtante qu'on m'avait volé quelque chose de plus intime que de l'argent, mon identité. Au matin, j'ai imprimé le mail du notaire et je suis allée au bureau. Mon mari m'a proposé de venir avec moi, mais j'ai refusé. J'avais besoin de le faire seule. Le trajet en voiture m'a paru interminable. À chaque feu rouge, je me répétais la même chose. Tu n'es pas folle, tu n'exagères pas, ils l'ont fait. Quand je suis entrée dans l'étude, le notaire m'a tendu la copie du document. J'ai reconnu le papier à en-tête de ma famille, le même que ma mère utilisait pour les affaires de succession. La signature en bas imitait la mienne presque parfaitement, mais elle s'était trompée dans un détail minuscule. Une lettre du 2e prénom de ma fille, que j'écris toujours en minuscule. Là, elle était en majuscule. C'est ça qui m'a fait comprendre que c'était bien elle, pas ma sœur, ma mère. Je n'ai rien dit au notaire. J'ai simplement demandé à ce qu'il bloque tout transfert jusqu'à nouvel ordre et qu'il m'envoie une copie officielle pour mes archives. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un message de ma sœur. « Tu vas vraiment faire ça ?» Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, un autre. « Maman pleure depuis ce matin. Tu es contente ?» J'ai jeté le téléphone sur le siège passager.
Je me suis arrêtée sur un parking de supermarché. Mes mains tremblaient. J'ai respiré lentement, les yeux fermés. Une part de moi voulait tout laisser tomber, faire semblant que rien ne s'était passé. C'est ce que j'avais toujours fait, depuis l'enfance. Accepter, encaisser, me taire. Mais cette fois, je savais que si je cédais encore, je ne pourrais plus jamais me regarder dans un miroir sans ressentir de honte. Le soir, j'ai reçu un appel vidéo de ma mère. Je n'ai pas décroché. 1 heure plus tard, j'ai reçu un mail. Un long texte où elle m'accusait d'avoir détruit la confiance familiale et d'avoir inventé des histoires pour me faire passer pour la victime. Elle disait qu'elle allait tout raconter à la famille élargie et que je devais réfléchir à ce que je faisais avant qu'il ne soit trop tard. J'ai lu le message 3 fois. Pas une ligne d'excuse, pas un mot sur la signature falsifiée. Juste des accusations, de la manipulation, et cette manière de me faire passer pour la folle. C'était comme une pièce qu'elle rejouait depuis toujours, sauf que cette fois, je connaissais le script par cœur. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec un avocat. Je me souviens très clairement du moment où j'ai signé la procuration pour qu'il dépose plainte. Mes mains ne tremblaient en plus. C'était la première fois, depuis longtemps, que je me sentais adulte. Ma sœur m'a appelée en fin de journée. Sa voix était étranglée, comme si elle avait beaucoup pleuré. Elle a dit qu'elle n'était au courant de rien, que maman avait fait ça seule. Elle m'a supplié de ne pas aller plus loin, de protéger la famille. J'ai répondu que je n'avais plus de famille à protéger. Elle a raccroché sans un mot. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi non plus, pas à cause de la peur cette fois, mais parce que je ressentais une sorte de vide étrange, comme si tout ce que j'avais bâti autour d'eux venait de s'effondrer. Et au milieu de ce silence, j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas un effondrement, c'était une libération. Les jours suivants ont été étranges, calmes, mais pleins d'une tension invisible. J'allais au travail, je m'occupais d'Emma, je faisais semblant que tout allait bien, mais chaque fois que mon téléphone vibrait, je sentais mon estomac se contracter. C'était toujours un message de ma mère ou de ma sœur. Parfois des reproches, parfois des menaces voilées, parfois juste des photos de famille heureuses, comme si de rien n'était. Je ne répondais à rien. Un matin, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Pas timbrée, pas de nom. À l'intérieur, une lettre écrite à la main. L'écriture de ma mère. Elle disait qu'elle avait agi sous la pression, qu'elle ne voulait pas que la famille éclate pour de l'argent, que tout pouvait encore s'arranger si je retirais la plainte. Et puis, à la fin, une phrase m'a glacée. Tu ne veux pas que ta fille grandisse sans grands-parents, n'est-ce pas? Je me suis assise sur les marches de la véranda, la lettre dans les mains. Il n'y avait pas de menace explicite, mais je savais ce que ça voulait dire. C'était toujours comme ça avec elle. Elle ne disait jamais les mots, mais elle trouvait toujours le moyen de faire peur. J'ai pris une photo de la lettre et je l'ai envoyée à mon avocat. Il m'a répondu presque tout de suite. Gardez tout, ne jetez rien, on va s'en servir. Le soir, mon mari m'a demandé si je regrettais. J'ai répondu que non, mais que j'étais fatiguée, épuisée de devoir prouver que j'avais raison, alors qu'ils savaient très bien ce qu'ils avaient fait. Il m'a serré contre lui sans parler. C'était la première fois depuis longtemps que je me sentais réellement soutenue. Le lendemain, ma sœur m'a appelée depuis un numéro inconnu. Je n'avais pas envie de répondre, mais j'ai fini par le faire. Sa voix tremblait. Elle m'a dit qu'elle voulait me voir, seule. Elle a juré qu'elle n'était pas impliquée dans la falsification, qu'elle ne savait même pas que ma mère avait accès aux documents. J'ai hésité, puis j'ai accepté de la rencontrer dans un café du centre-ville. Quand je suis arrivée, elle portait des lunettes noires et une veste trop grande, comme si elle voulait se cacher. Elle n'a pas commandé à boire. Elle a juste sorti une clé USB de son sac et l'a posée sur la table. Elle a dit que c'était tout ce qu'elle savait. Des enregistrements vocaux, des copies d'emails entre ma mère et elle, des messages où ma mère parlait de récupérer ce qui lui revient. J'étais pétrifiée. Elle a ajouté qu'elle avait gardé ça, au cas où, parce qu'elle commençait à avoir peur d'elle aussi. Je ne savais pas si je devais la croire. Mais quand elle a commencé à pleurer, j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu avant, la peur sincère. Pas la peur de perdre de l'argent, ni de se faire gronder, la peur d'une mère capable d'écraser n'importe qui pour garder le contrôle. Je lui ai promis que je ne la mêlerais pas à la plainte si elle collaborait avec l'avocat. Elle a hoché la tête, soulagée, puis elle est partie sans même finir sa phrase. Le soir, j'ai branché la clé USB sur mon ordinateur. Il y avait plusieurs fichiers audio. Dans l'un d'eux, la voix de ma mère disait très distinctement « Si elle découvre quelque chose, on dira que c'est une erreur de signature. Elle me doit bien ça, après tout ce que j'ai fait pour elle. » J'ai arrêté l'enregistrement. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que je ne pourrais plus jamais leur pardonner. J'ai passé la nuit à écouter les enregistrements. Certains datèrent de plusieurs mois, d'autres de quelques semaines à peine. Dans l'un d'eux, ma mère disait à ma sœur qu'elle n'aurait jamais dû donner à moi le contrôle des comptes, qu'elle se comportait comme une étrangère depuis qu'elle avait de l'argent. Elle disait aussi qu'il fallait rétablir l'équilibre. Ces mots-là revenaient sans cesse. Rétablir l'équilibre,
comme une obsession. À mesure que j'écoutais, je sentais quelque chose se détacher en moi. C'était une douleur ancienne, un mélange d'amour et d'humiliation que je portais depuis l'enfance. Chaque phrase enregistrée sonnait comme la confirmation d'années de soupçons silencieux. Ce n'était pas moi le problème. Ce n'était jamais moi. Le lendemain, j'ai tout transféré à mon avocat. Il a répondu presque aussitôt « C'est suffisant, on avance ». Ces mots m'ont fait trembler. Pas de peur cette fois, de soulagement. Dans l'après-midi, ma sœur est venue chez moi sans prévenir. Elle tenait un sac de jouets pour Emma et un regard plein de fatigue. Elle a dit qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle voulait couper les ponts elle aussi, que ma mère la surveillait, lui reprochait de m'avoir parlé, qu'elle fouillait même dans ses messages. J'ai eu du mal à la croire. Après tout, elle m'avait souvent menti, mais sa voix sonnait vraie. On s'est assise sur le canapé, sans parler pendant un moment. Puis elle a murmuré « Tu sais, elle a toujours préféré quand on se disputait. Comme ça, elle restait au centre. » Je n'ai rien répondu. On a juste regardé Emma jouer sur le tapis, en silence. Le soir, j'ai reçu un appel inconnu. C'était ma mère. Elle a commencé directement par « Je sais que ta sœur t'a donné la clé. Elle croit que tu la protégeras. Mais tu feras toujours passer ton image avant tout. » Je n'ai rien dit. Elle a continué. « Tu crois que tu vas t'en sortir avec ta petite plainte? Tu vas voir que personne ne va te croire. Tu es juste une fille ingrate. » J'ai raccroché sans un mot. J'ai bloqué son numéro. Le lendemain matin, j'ai reçu un mail de mon avocat. La plainte avait été déposée officiellement, avec les preuves. Il disait que, selon la gravité, le procureur pouvait ouvrir une enquête pour falsification de signatures et tentative de fraude successorale. Je ne pensais jamais en arriver là, mais une part de moi se sentait étrangement calme, comme si, enfin, je reprenais possession de ma propre histoire. Ma sœur, elle, m'a envoyé un message pour dire qu'elle avait déménagé chez une amie. Elle avait besoin de respirer. Je l'ai comprise. Moi aussi, j'avais l'impression d'étouffer depuis des années, sans m'en rendre compte. Le soir, alors que j'endormais Emma, j'ai entendu un bruit dehors. Une voiture qui s'arrêtait lentement devant la maison. J'ai regardé par la fenêtre. Ma mère, dans sa vieille berline grise, moteur allumé, phare dirigé vers ma porte d'entrée. Elle ne bougeait pas. Elle me regardait à travers le pare-brise. Je n'ai pas bougé non plus. On s'est fixé pendant ce qui m'a paru une éternité. Puis elle a fait demi-tour et est partie. Je suis restée immobile encore quelques minutes. Ce n'était pas une visite, c'était un avertissement. Mais cette fois, je n'avais plus peur. Les jours suivants, le silence est devenu presque inquiétant. Plus de messages, plus d'appels. Même ma sœur restait discrète. J'aurais dû me sentir soulagée, mais à la place, j'étais sur mes gardes. Avec ma mère, le calme ne voulait jamais dire la paix. Ça voulait dire qu'elle préparait quelque chose. Je continuais de travailler, d'emmener Emma à la garderie, d'avancer comme si de rien n'était. Mais chaque fois que je rentrais chez moi, j'avais ce réflexe absurde. Vérifier que la porte était bien verrouillée, que les fenêtres étaient fermées, que personne n'avait touché à ma boîte aux lettres. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était juste l'habitude d'avoir grandi avec quelqu'un qui franchissait toujours les limites, même les plus simples. Un matin, j'ai reçu un mail d'une adresse inconnue. Pas de texte, juste une photo. Moi, à la sortie du cabinet de mon avocat, tenant un dossier. La photo était prise de loin, clairement à mon insu. J'ai ressenti un frisson me traverser le dos. Quelques minutes plus tard, un autre message est arrivé. Tu crois que tu contrôles tout, mais tu oublies qui t'a tout appris. Je savais que c'était elle. J'ai transféré les messages à mon avocat, qui m'a conseillé de prévenir la police locale. J'ai déposé un signalement. Le policier m'a demandé si j'avais peur qu'elle me fasse du mal. J'ai répondu que non, pas physiquement, mais qu'elle savait exactement comment détruire quelqu'un sans jamais lever la main. Il a pris des notes sans comprendre. 2 jours plus tard, ma sœur m'a recontactée. Elle m'a dit que ma mère était furieuse, qu'elle parlait d'aller voir Emma, que je ne pouvais pas lui interdire de voir sa petite fille. J'ai répondu que si, je pouvais, et que je le ferais. Je crois que c'est à ce moment-là que ma sœur a vraiment réalisé que quelque chose s'était brisé pour de bon. Elle n'a plus insisté. Un vendredi soir, j'ai reçu un appel de mon avocat. La plainte avançait vite. Les preuves audio étaient solides, et le notaire avait confirmé que la signature avait été falsifiée. Il m'a dit qu'une convocation allait probablement être envoyée à ma mère dans les prochains jours. J'ai eu du mal à respirer. Ce n'était plus une hypothèse, c'était réel. Le lendemain, ma mère m'a envoyé un long message vocal. Sa voix tremblait de rage contenue. Elle disait que j'étais en train de détruire la famille pour de l'argent, que je laisserais ma fille grandir sans repère, que j'étais malade et que je devrais consulter. Puis, à la fin, elle a ajouté « Tu verras, un jour, ta fille te fera la même chose. C'est dans le sang. » J'ai éteint mon téléphone et je me suis enfermée dans la salle de bain. J'ai pleuré sans bruit, assise contre le mur, pendant que l'eau du robinet coulait juste pour couvrir le son. J'avais tout fait pour être une mère différente d'elle. Et pourtant, elle trouvait encore le moyen de transformer ça en menace. Le lendemain matin,
J'ai décidé de changer de numéro. J'ai aussi supprimé toutes ces photos, tous ces messages, toutes les conversations. Pas par vengeance, mais parce que j'avais besoin d'espace pour respirer. Quand j'ai vu mon téléphone vide de tout souvenir d'elle, j'ai eu l'impression de retrouver une partie de moi que j'avais oubliée. Le soir, j'ai regardé Emma dormir. J'ai pensé à la promesse que je m'étais faite quand elle est née, qu'elle ne connaîtrait jamais la peur d'être aimée sous condition. Et pour la première fois, je me suis dit que peut-être, j'étais enfin en train de tenir cette promesse. Une semaine a passé avant que la convocation officielle tombe. L'enveloppe du tribunal est arrivée un mardi matin, posée entre une facture d'électricité et un catalogue de jouets. Je l'ai ouverte debout, dans la cuisine, pendant qu'Emma jouait sur le carrelage. Mon cœur battait si fort que j'ai failli la déchirer. Dedans, tout était clair. Madeleine Cooper, ma mère, était citée pour falsification de signature et tentative de détournement de fonds successoraux. Je suis restée là, le papier entre les mains, incapable de bouger. Ce nom sur la page, le sien, mais lié à une accusation, me donnait le vertige. Pendant un instant, j'ai eu envie de tout annuler, d'appeler le tribunal, de dire que c'était un malentendu, qu'on allait régler ça en famille. C'est le réflexe qu'elle m'avait enseigné toute ma vie, ne jamais exposer la famille, même quand elle te détruit. Mais ce réflexe-là, je l'ai laissé mourir. J'ai pris une photo du courrier et je l'ai envoyé à mon avocat. Il m'a répondu, c'est une étape. Respirez. Vous avez fait ce qu'il fallait. Je crois que c'est seulement à ce moment-là que j'ai respiré pour de vrai. Le soir, ma sœur m'a appelée en larmes. Elle disait que maman hurlait depuis des heures, qu'elle parlait d'aller se défendre elle-même et qu'elle voulait montrer à tout le monde qui tu es vraiment. Ma sœur semblait sincèrement paniquée. J'ai essayé de la calmer, mais je savais qu'il n'y avait rien à faire. Ma mère ne cherchait pas à comprendre, seulement à gagner. Le jour suivant, quelqu'un a collé une photo sur la porte de ma maison. Une vieille photo de famille. Moi, ma sœur et elle, à Noël, il y a des années. En bas, écrit au feutre noir. Tu crois être différente, mais tu es née de moi. Je l'ai décrochée sans réfléchir. Mes mains tremblaient. J'ai pris une photo, encore une fois, pour la transmettre à mon avocat. Il m'a dit de tout conserver. Moi, je voulais juste tout brûler. Le soir, je n'ai pas réussi à dormir. J'ai repensé à tout ce que j'avais accepté avant. Les remarques humiliantes, les comparaisons avec ma sœur, les « tu crois être meilleur que nous », les sarcasmes à chaque réussite. J'avais tout encaissé en me disant que c'était normal. Mais cette fois, elle avait franchi une ligne que je ne pouvais plus ignorer. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message inattendu, de ma tante, la sœur de ma mère. On ne s'était pas parlé depuis des années. Elle disait qu'elle avait entendu des choses et qu'elle voulait me dire la vérité sur certaines histoires. J'ai hésité, mais j'ai fini par lui répondre. On s'est donné rendez-vous dans un café discret, à 30 minutes de chez moi. Quand je suis arrivée, elle m'a saluée timidement, presque nerveuse. Elle a commandé un café noir et m'a dit, sans détour, « Ta mère a toujours été comme ça. Elle faisait la même chose avec notre père. Elle volait sur ses comptes. Elle le faisait passer pour fou. Il n'a jamais osé la confronter. » Je ne savais pas quoi dire. Elle a ajouté qu'elle n'était pas surprise que ça m'arrive à moi, que ma mère avait toujours eu besoin d'un ennemi dans la maison. Puis elle a sorti une enveloppe de son sac, des copies de lettres anciennes, des échanges bancaires entre ma mère et mon grand-père. Apparemment, elle lui avait déjà soutiré de l'argent avant sa mort, sous prétexte d'aider sa fille cadette. Je suis restée figée. Tout ce que je découvrais ne détruisait pas seulement mon image d'elle, ça détruisait toute mon histoire. En rentrant chez moi, je me suis arrêtée devant le miroir de l'entrée. J'ai regardé mon visage, les cernes, les traits tirés, et j'ai pensé à ma fille. Je me suis dit, ça s'arrête avec moi. Les jours suivants, je me suis sentie comme suspendue entre 2 réalités. D'un côté, ma vie normale, Emma, le travail, les repas du soir, la routine. De l'autre, ce dossier de plus en plus lourd qui s'empilait sur le bureau de mon avocat. Chaque nouvel élément, chaque document ou enregistrement que j'ajoutais ressemblait à un morceau de mon passé qu'on retournait à la lumière. Ma tante m'a écrit encore plusieurs fois. Elle disait qu'elle regrettait de ne pas être intervenue plus tôt, qu'elle avait toujours su que ma mère allait finir par franchir une limite. Elle a même proposé de témoigner, si besoin. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. J'étais reconnaissante, mais j'avais du mal à faire confiance à quelqu'un qui avait vu tout ça se produire sans jamais agir. Une semaine avant l'audience, ma sœur est venue chez moi avec un sac de vêtements et un regard épuisé. Elle m'a dit qu'elle ne vivait plus chez maman, qu'elle s'était disputée violemment. Apparemment, ma mère l'avait accusée de trahison et de s'être rangée du côté de l'ennemi. Ma sœur m'a montré un message où ma mère écrivait « Tu es aussi faible qu'elle. Vous ne méritez rien de ce que j'ai fait pour vous. » J'ai pris le téléphone, j'ai lu le message 2 fois, puis je l'ai posé sur la table. Ma sœur a murmuré « Tu crois qu'elle va aller jusqu'au bout ?» Je n'ai pas répondu. Je savais que oui. Cette nuit-là, j'ai repensé à une scène d'enfance. J'avais 8 ans. Ma mère m'avait punie parce que j'avais cassé un vase qu'elle aimait.
Elle m'avait enfermée dans ma chambre pendant des heures, sans dîner, en disant que je devais réfléchir à ce que je faisais subir aux autres. Je me souviens avoir pleuré, non pas parce que j'avais faim, mais parce qu'elle ne m'avait pas cru quand j'avais dit que le vase était déjà fêlé. C'est ce sentiment-là qui était revenu. Celui d'être jugé avant d'être entendu. Le jour de l'audience, je suis arrivée tôt. Mon avocat m'attendait sur les marches du tribunal. Ma sœur était là aussi, assise un peu plus loin, les mains serrées sur ses genoux. Quand ma mère est apparue, tout s'est figé autour d'elle. Elle portait un manteau sombre, un foulard parfaitement noué, un air d'assurance presque théâtral. Comme si elle venait à une cérémonie et non à une audience. Elle m'a croisé du regard, sans un mot, un regard froid, maîtrisé. Pas de colère apparente, juste cette supériorité calculée qu'elle utilisait toujours pour me faire douter de moi. J'ai senti mon cœur s'emballer, mais je n'ai pas détourné les yeux. Pendant la séance, elle a nié. Tout. Elle a dit que les signatures étaient une erreur administrative, que ma sœur avait mal compris, que moi, j'étais instable depuis des années. Elle a même insinué que j'avais fabriqué les enregistrements. Mais l'avocat a tout présenté méthodiquement. Les preuves, les fichiers, les relevés, les témoignages du notaire et de ma tante. À mesure que les éléments s'accumulaient, je voyais son visage se raidir. Pas de honte. De la rage contenue. Quand la séance s'est terminée, le juge a annoncé qu'une enquête plus approfondie serait ouverte avant décision finale. Rien n'était encore gagné, mais c'était un pas. Ma mère est passée devant moi à la sortie sans un mot. Mais juste avant de franchir la porte, elle s'est tournée et a dit, d'une voix glaciale, « Tu vas regretter d'avoir fait ça. » Je n'ai pas répondu, parce qu'au fond, je savais qu'elle avait déjà perdu ce qu'elle voulait le plus, son pouvoir sur moi. Les semaines suivantes ont été étrangement silencieuses. Pas de messages, pas d'appels, pas de photos collées sur ma porte. Rien. Le calme total. C'était presque inquiétant, comme un orage qui se retient trop longtemps. Je continuais à travailler, à m'occuper d'Emma, à vivre comme si tout était normal. Mais à chaque fois que je recevais une notification sur mon téléphone, j'avais ce petit sursaut de panique, ce réflexe qu'on garde même quand le danger s'est éloigné. Mon mari disait que j'étais tendue tout le temps. Il avait raison. Je ne savais plus comment vivre sans attendre le prochain coup. Un soir, alors qu'Emma dormait, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Tu as gagné, n'est-ce pas? Tu dois être fière. » J'ai senti le sang me quitter les joues. Ce n'était pas signé, mais je savais. Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à mon avocat. Il m'a répondu qu'il allait le signaler, mais qu'il valait mieux ne pas réagir. 2 jours plus tard, ma sœur m'a appelée. Sa voix était calme, presque vide. Elle m'a dit que maman avait quitté la maison, qu'elle avait fait ses valises en pleine nuit, sans prévenir personne. Elle avait juste laissé une note sur la table. Je ne vais pas rester là à regarder mes filles à me trahir. Je n'ai rien ressenti, ni soulagement, ni tristesse, juste une fatigue immense. Ma sœur a ajouté qu'elle se sentait perdue, qu'elle ne savait plus comment parler d'elle sans parler de maman, et je la comprenais. Parce que moi aussi, j'avais vécu toute ma vie à travers elle. Sa voix, ses attentes, ses jugements. Me définir sans elle, c'était comme apprendre à respirer autrement. Pendant plusieurs jours, j'ai attendu une suite. Une nouvelle attaque, une lettre, un appel, mais rien n'est venu. J'ai commencé à dormir un peu mieux. Emma a recommencé à rire plus souvent. Et un soir, alors que je la berçais, j'ai réalisé que ma mère n'avait plus de place entre nous. Ni dans nos habitudes, ni dans nos conversations. C'était une idée étrange. Vivre enfin sans ce poids invisible. Un matin, j'ai reçu un mail du bureau du juge. L'enquête avait confirmé les falsifications. La plainte pouvait être transformée en procédure pénale si je le souhaitais. Je suis restée longtemps devant l'écran, à relire les mots. « Souhaitez-vous poursuivre ?» J'ai pensé à tout ce qu'elle m'avait fait. Les humiliations, les manipulations, les années passées à chercher son approbation. J'ai pensé aussi à ma sœur, à ce qu'elle avait enduré, et à ma fille, surtout. Je voulais que cette histoire se termine, pas par vengeance, mais pour qu'Emma grandisse dans un monde où on ne laisse plus passer ce genre de choses. J'ai écrit simplement « Oui, je souhaite poursuivre ». Puis j'ai cliqué sur « Envoyer ». Le soir, ma sœur m'a appelée encore une fois. Elle m'a dit qu'elle avait reçu une lettre aussi, une assignation comme témoin. Elle semblait nerveuse, mais déterminée. Elle a ajouté doucement « Tu sais, je crois qu'on a passé toute notre vie à espérer qu'elle change, mais elle ne changera jamais. » Je lui ai répondu que oui. Mais que nous, on pouvait. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti une vraie légèreté. Pas la joie, pas encore. Mais quelque chose qui y ressemblait. Le procès a eu lieu 2 mois plus tard. 2 mois pendant lesquels j'ai appris à vivre autrement, sans les appels à toute heure, sans les reproches déguisés en conseils, sans ce besoin de justifier chacune de mes décisions. J'avais l'impression de redécouvrir des gestes simples. Boire un café sans vérifier mon téléphone, rire avec ma fille sans craindre un message venimeux,
Le matin du procès, je me suis habillée sobrement. Rien de spécial, juste un pantalon noir et une chemise claire. Mon avocat m'attendait devant le tribunal. Ma sœur est arrivée quelques minutes après moi. Elle tremblait un peu, mais elle a tenu bon. On ne s'est pas parlé tout de suite. On s'est juste regardé, comme si un accord silencieux passait entre nous. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, on ne reculera plus. Quand ma mère est entrée dans la salle, tout le monde s'est tu. Elle avait ce maintien parfait, celui qu'elle adoptait pour paraître irréprochable. Les cheveux relevés, le visage impassible. On aurait cru une femme venue recevoir une distinction, pas une accusée. L'audience a duré des heures. Les preuves étaient là. Les enregistrements, les documents bancaires, les mails. Ma tante a témoigné, d'une voix tremblante mais ferme. Puis ce fut au tour de ma sœur. Elle a raconté ce qu'elle savait, les pressions, les mensonges, les menaces. Ma mère la fixait sans ciller, le regard froid. À un moment, je l'ai vue murmurer quelque chose entre ses dents, mais je n'ai pas cherché à comprendre. Quand est venu mon tour, j'ai eu du mal à respirer. J'ai raconté les faits simplement. Pas de haine, pas de colère. Juste la vérité. J'ai dit ce que c'était. Grandir sous la peur de décevoir quelqu'un qui trouvait toujours une raison de te rabaisser. J'ai expliqué comment cette falsification n'était que la suite logique d'années à tester mes limites, et comment, cette fois, j'avais décidé d'arrêter. Pendant que je parlais, elle m'écoutait en silence. Aucune émotion sur son visage. Mais quand j'ai prononcé la phrase « J'ai décidé de protéger ma fille de ce que je n'ai jamais su éviter moi-même », j'ai cru voir une fissure passer dans son regard. Une seconde à peine, puis tout s'est refermé. À la fin, le juge a parlé longtemps. Il a évoqué les preuves, la gravité des faits, le préjudice moral. Ma mère a été reconnue coupable de falsification de signatures et de tentative de détournement de fonds. La peine n'était pas très lourde. Une amende, une mise à l'épreuve et une interdiction temporaire de gérer des biens familiaux. Mais pour moi, c'était suffisant. Parce que cette fois, ce n'était plus ma parole contre la sienne. C'était écrit noir sur blanc. Quand le juge a levé la séance, elle s'est levée lentement. Elle m'a regardée, puis elle a murmuré, à peine audible, « Tu as détruit la famille. » Je n'ai pas répondu. J'ai pris la main de ma sœur, et on est sortis ensemble. Dehors, l'air était froid, mais léger. Je me suis sentie vide et vivante à la fois, comme si toutes les années passées à me taire s'étaient enfin dissipées. Ma sœur a pleuré sans bruit. Moi, je me suis juste tenue droite, les yeux fermés quelques secondes. En rentrant chez moi, Emma courait partout dans le salon, riant en agitant ses bras. Mon mari m'a demandé comment ça s'était passé. J'ai juste dit « C'est fini ». Et pour la première fois, je crois que c'était vrai. Les jours après le verdict ont eu un goût étrange. Pas de triomphe, pas de revanche. Juste un calme profond, presque fragile. J'avais attendu ce moment pendant des mois. Mais quand il est arrivé, je n'ai pas ressenti la victoire que j'imaginais. Plutôt un épuisement immense, comme si mon corps comprenait enfin qu'il pouvait se détendre. Ma sœur est restée quelques jours chez moi. On parlait peu, mais pour la première fois, nos silences n'étaient pas lourds. On partageait des repas simples, on regardait Emma jouer, on essayait de retrouver quelque chose de normal. Un matin, elle m'a dit qu'elle voulait déménager, recommencer ailleurs. Je l'ai encouragée. Elle avait besoin de cette distance, tout comme moi. Ma mère, elle, n'a plus jamais cherché à me contacter directement. Mais les échos revenaient parfois. Une voisine disant l'avoir croisée, très digne, mais très amère. Un message de ma tante disant qu'elle se faisait passer pour la victime auprès de tout le monde. Rien d'étonnant. Ma mère avait toujours su réécrire les histoires à son avantage. Une partie de moi voulait encore comprendre pourquoi. Pourquoi cette haine déguisée en amour? Pourquoi ce besoin constant de dominer? Mais j'ai fini par accepter qu'il n'y aurait jamais de réponse claire. Certaines personnes ne cherchent pas à aimer, elles cherchent à posséder. Un soir, après avoir couché Emma, je suis montée au grenier pour ranger quelques cartons. J'y ai retrouvé une vieille boîte en fer, pleine de lettres de mon enfance. Des cartes d'anniversaire, des mots de félicitations pour mes diplômes, signés de ma mère. Des phrases que j'avais lues 1000 fois sans les questionner. « Fais de ton mieux pour ne pas me décevoir » ou « Tu dois toujours te souvenir d'où tu viens ». À 8 ans, ces mots me semblaient affectueux. À 32, ils sonnaient comme des chaînes. J'ai gardé une seule lettre, celle où elle écrivait juste après ma naissance « Je veux que tu sois plus forte que moi ». Ironie parfaite, c'est précisément ce que j'avais fini par devenir, malgré elle. Les semaines ont passé. L'avocat m'a appelé pour me dire que le dossier était officiellement clos. « Vous pouvez tourner la page », a-t-il dit. Tourner la page. Je crois que c'est ce que j'avais fait sans m'en rendre compte. Un matin, j'ai emmené Emma au parc. Le ciel était clair, le vent frais, elle courait derrière les pigeons en riant. Une autre mère m'a souri et m'a dit « Elle est pleine de vie, votre petite ». J'ai répondu « Oui, elle l'est ». Et j'ai pensé que tout ce que j'avais enduré valait ce moment-là, qu'elle puisse grandir sans peur, sans honte, sans devoir mériter l'amour de qui que ce soit. Le soir, j'ai reçu un message de ma sœur. Une photo d'un petit appartement, lumineux,
avec la légende « Mon nouveau départ ». Je lui ai répondu « Je suis fière de toi ». Puis j'ai regardé autour de moi. La maison silencieuse, la chaleur du salon, Emma qui dormait paisiblement. Tout paraissait simple. Je me suis dit que ma vie n'avait jamais été aussi calme, ni aussi vraie, et que, même si tout ce qui s'était passé me suivrait toujours un peu, j'avais enfin repris le contrôle. Ce n'était pas une fin heureuse, mais c'était une fin juste.